Bonjour tout le monde. Cette petite vidéo pour vous montrer comment je fais mes couteaux pliants. Je dis bien les miens, hein, c'est pas un tuto comment faire un couteau pliant. C'est comme ça que je fais moi, point. Donc voilà, je fais cette mise au point. Je ne suis ni coutelier ni forgeron. Alors avis aux professionnels et aux super bricoleurs bien équipés, si vous êtes sensible, attention, ça peut piquer. Ces couteaux sont réalisés avec très peu de matériel, à savoir une vieille perceuse colonne, une meuleuse d'angle et puis plein de petits outils qu'on a à peu près tous, scie à métaux pour découper les plaquettes, etc. Ah oui, j'ai un Dremel aussi. Donc le but, c'est de réaliser des couteaux de la période médiévale. Alors je dis médiévale, en fait on trouve ces couteaux depuis l'Antiquité tardive, dans tout le monde romain notamment. Le monde romain c'est immense, hein, ça va de l'Irlande à la Turquie et de l'Afrique du Nord à la Belgique. Donc dans toute cette zone on trouve ce type de couteaux qu'on appelle des couteaux à spatule ou des couteaux piémontais qui fonctionnent comme ça, ouverts. La façon de bloquer la lame c'est juste de poser le pouce dessus et fermé. Vous voyez, très simple. Et je peux vous dire que ça marche bien puisque je taille même mes bois d'arc avec. Donc en priorité, il faut réaliser un dessin de votre couteau. Là, j'ai dessiné un couteau courbe. Bon, j'aime bien les courbes en ce moment, mais vous pouvez faire un couteau très droit, comme celui que je viens de vous montrer. Là. Il faut que ce soit le vôtre, il faut que vous vous l'appropriez complètement, c'est ça qui est sympa. Donc, de ce dessin, vous faites un dessin position fermée, position ouverte, et vous allez tirer trois gabarits. Le numéro 1, la lame, un gabarit de lame, en 2, un gabarit de manche, et en 3, le gabarit de la pièce intermédiaire. C'est la pièce sur laquelle la lame viendra bloquer quand on ferme le couteau, et qui permet aussi de boucher l'interstice entre les deux plaquettes. Voilà, donc ça, c'est vu. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Donc, il vous faut des plaquettes de bois. Alors, si vous connaissez un menuisier sympa, il peut vous faire ça pour quelques euros. Moi, il m'en a fait une cinquantaine pour 10 euros, donc j'ai de quoi faire quantité de couteaux. Il faut des plaquettes d'à peu près 5 mm d'épaisseur, 5-6, puisqu'on poncera ensuite pour ajuster, hein. Mais minimum 5, je dirais. Et il vous faut aussi des plaquettes de la même épaisseur que la lame pour la pièce intermédiaire, c'est-à-dire des plaquettes de 3 mm. Donc vous voyez ici, la tempête de 99 ayant été bonne pourvoyeuse de bois de chauffage, dans mes bois j'ai du chêne, du charme, qui est un bois très dur et blanc, ça peut être intéressant, de l'orme, du châtaignier et du buis. Ça c'est pas à moi, c'est un bois qu'on m'a offert, il n'y a pas de buis par ici. Voilà. Alors il vous faut aussi, bien sûr, de quoi faire la lame. Alors, pour la lame, il vous faut de l'acier à couteau. Je précise bien de l'acier à couteau parce qu'il y a beaucoup d'aciers différents, des dizaines, et tous ne sont pas des aciers pour la coutellerie. Il faut un acier suffisamment carboné. Dans les aciers à couteau, il y en a aussi plusieurs. Personnellement, je prends du XC100, non, XC75, pardon, du XC75, qui est un acier assez facile à travailler pour les débutants, qui est souvent conseillé par les forgerons, qui se trempe facilement. Bon, je le prends personnellement chez Eurotechnie, mais je pense qu'il y a d'autres fournisseurs. Donc vous voyez, sur cette plaque d'XC75, j'ai reporté mon gabarit de lame. J'espère en tirer 3 de ce morceau d'acier-là. Ça va être un peu chaud avec la meuleuse, mais enfin j'en aurai au moins 2, sûr. Ensuite, sur des plaquettes de bois, vous reproduisez, je vais pousser le métal, voilà. Vous reproduisez votre gabarit de manche et votre gabarit de pièces intercalaires. Donc là, j'ai envie de faire un manche assez foncé une fois que ce bois sera huilé. C'est de l'orme avec une pièce intercalaire en charme qui sera donc beaucoup plus claire. Ça va faire une petite nuance comme ça peut être sympa.
Et puis je vais faire exactement l'inverse aussi, puisque j'aurai au moins 2 lames. Je vais faire un manche clair en charme avec une pièce intercalaire qui sera un peu plus foncée en orme. Voilà, alors pour ceux qui en ont, c'est le cas par ici, dans nos bois, on trouve pas mal de bois de serre de chute. Donc si vous avez la chance de trouver ça ou d'en acheter un pas cher sur un vide-grenier, vous pouvez aussi faire vos plaquettes en bois de serre. Voilà, et bien maintenant on va aller découper tout ça. Oh oh, oh, oh. Je pense que j'ai oublié de dire que je disposais aussi du touret à meuler de mon défunt beau-père. Donc comme vous avez vu, j'ai fait la spatule à la lampe à souder parce que c'est pratique et puis ensuite ça m'aidera à bien tenir la lame quand il faudra la tremper. Wabi. Donc bilan de la journée. Les lames ont été découpées, elles ont été travaillées au touret à meuler, les spatules sont faites. Il y a une ébauche de l'émouture de la lame sans aller jusqu'au coupant. Il ne faut pas faire trop fin parce qu'on y reviendra après la trempe. Sinon, quand je vais monter la lame, je vais la chauffer à 850-900 degrés, ça risquerait de fondre dans la forge. Donc vous gardez toujours 1 millimètre, vous n'arrivez pas jusqu'au tranchant. Et je ne sais pas si on voit bien, là, sur cette lame-là, j'ai fait une ligne en pointillé pour marquer le milieu de l'épaisseur de la lame de 3 millimètres pour essayer quand on meule d'avoir un tranchant droit, quoi, d'arriver sur ce pointillé. Voilà, donc voilà, j'ai donc 2 lames, celle-là c'était juste pour l'exemple. Voilà, j'en ai 2 qui sont à peu près finies, ces 2-là. Ensuite, j'ai aussi découpé mes plaquettes et ma pièce intercalaire. Donc ça sera pour le couteau manche foncée, pièce intercalaire claire, c'est-à-dire de l'orme et du charme pour la pièce intercalaire. Et celui-là, eh ben, c'est l'autre, c'est le contraire, un manche clair avec une pièce intercalaire foncée. Voilà, donc demain, on passe à la forge. Allez, on va vers la forge, qui est à l'orée du bois, là-bas. Ah, je vous montre mon menhir. Mon menhir du néolithique tardif. Très tardif, hein, 2022. On y arrive, on y arrive. Alors j'ai 2 forges, il y a la petite forge médiévale sur laquelle j'ai fait une petite vidéo qui sert surtout pour se déplacer, pour les fêtes médiévales ou autres, qu'on monte surtout l'été. Et puis il y a la forge d'hiver, voilà, qui est dans ce coin-là. Ça c'est une enclume de 70 kg. Les outils, les pinces et marteaux. Et la forge, petite forge de paysan avec un ventilo acheté sur un vide-grenier. Marche très bien, surtout pour l'hiver. C'est parti.
Donc là, je vais faire des normalisations. Je suis pas très sûr que ce soit nécessaire. Mais bon, ça mange pas de pain, mais on fait des normalisations quand on a forgé la lame. Et là, ce ne sont pas des lames forgées, ce sont des lames découpées à la meuleuse. Elles n'ont pas été portées au rouge, martelées, portées au rouge, remartelées. Donc on fait des normalisations dans ce cas-là, quand on a vraiment forgé, pour affiner le grain de l'acier qui a tendance à grossir et l'uniformiser, pour qu'on ait le même grain fin sur l'ensemble de la lame. Bon là je vais les faire quand même, je suis pas sûr que ce soit utile, mais je vais les faire quand même. Alors pour faire une normalisation, on porte la lame au rouge comme pour la trempe, et on la fait refroidir en à peu près 3 minutes à l'air brassé. Hop, là elle est prête. Et la technique, c'est ça. Pendant 3-4 minutes. Il y a des fours spéciaux pour ça, il y a tout un matériel que je n'ai pas, donc je fais la méthode facile. Alors, après 3 normalisations, les normalisations, il faut en faire 3. C'est très bien expliqué sur le site que j'ai mis en lien, Coustil, le site de Gérard Heut. Il y en a d'autres, hein, mais je trouvais que lui, il expliquait super bien, puis c'est bien illustré. Donc toutes les infos sont en fait là, je vais tout piquer. Merci monsieur Heut. 3 normalisations. Quand on est revenu à la température ambiante, on remet la lame dans le foyer, on va la porter au rouge orangé. Et avant de la tremper dans le bac de goupe, on va la passer sous un aimant. Parce que quand le fer et l'acier ne sont plus aimantés, c'est qu'on a atteint la bonne température pour la trempe. Ça s'appelle le point de Curie. Alors, je ne sais pas si c'est Pierre ou Marie qui a découvert ça, mais ça se situe aux alentours de 800-850 degrés, ça dépend des aciers. Donc en sortant la lame du foyer, je vais la passer sous l'aimant. Si ça aimante encore, si elle colle à l'aimant, c'est que c'est pas prêt, c'est pas assez chaud. Si elle colle plus à l'aimant, c'est que c'est bon pour la trempe. Et là, je la mettrai dans le bac de goupe. Ce qu'on appelle le goupe, c'est ça, c'est un milieu de trempe. On peut tremper à l'eau, à l'huile. Bon, l'eau, c'est assez violent. Moi, je préfère le goupe, c'est pratique. C'est un mélange de 3/4 de végétaline, pack de végétaline pour les frites, hein, et 1/4 de paraffine. Donc moi, j'ai acheté une vieille bougie dans un centre commercial, une vieille grosse bougie pas chère, et j'ai fait fondre ça. Donc 3/4 de végétaline et 1/4 de paraffine. Et vous faites ce mélange-là et on va, quand la lame sera à la bonne température, c'est-à-dire qu'elle n'aimantera plus, je viendrai la tremper dans le goupe. Voilà. Voilà, les 2 lames ont été trempées. Là, elles sont refroidies. On voit que la spatule de celle de droite, c'est un peu tordu, donc je la redresserai à la lampe à souder. Et puis on va laisser éteindre le feu gentiment. Et maintenant, après la trempe, la dernière phase du traitement thermique qui s'appelle le revenu. Parce que quand les lames sortent de la trempe, elles sont extraordinairement dures et cassantes. J'en ai fait tomber une fois sur un seul en pierre, je me suis retrouvé avec 2 lames. Donc pour diminuer un peu cette dureté, tout en gardant la trempe, on fait une phase qui s'appelle le revenu, qui consiste à la mettre au four de cuisine à 200 degrés pendant 1h30, voire 2 heures. Voilà.
Alors, il y a une chose que j'avais pas dit au début, c'est qu'évidemment, quand on a fait ces gabarits en carton, on fait un montage à blanc pour voir si ça ferme bien, pour voir si ça va bien, ouvert, fermé. Bon, voilà. Hein, toujours un petit essai de montage à blanc, de toute manière, comme il faudra poncer et ajuster ensuite avec le Dremel, on se débrouillera pour ajuster précisément tout ça. Comme vous le voyez sur ce projet-là, on voit encore le trait de crayon sur les plaquettes parce qu'en fait, il faut mieux laisser toujours plus de matière à poncer qu'évidemment en avoir qui manque à la fin. Donc on est toujours un peu au-delà de la ligne. On ajustera ensuite. La particularité, c'est que là, j'ai percé la lame à 4 mm et les plaquettes aussi parce que je vais mettre une vis Torx. Alors ça, c'est un système évidemment moderne, hein. C'est un axe fileté à l'intérieur avec deux vis de 3 mm. Je l'ai choisi à tête bombée parce que ça ressemble plus à un rivet. Évidemment, l'intérêt de ça, c'est qu'ensuite, là j'ai acheté deux embouts de Torx, c'est du 10 fixé sur des manches de récup. Quand il y a un petit peu de jeu dans la lame, il suffit de revisser, mettre un petit coup de tournevis et ça resserre tout de suite. Donc c'est le côté pratique et le look, quand elles sont bombées, qui reste encore un petit peu, entre guillemets, médiéval. Je vous ai mis un exemple de couteau que j'ai réalisé avec une vis Torx. Vous voyez ce que ça donne. Et ensuite, un autre système qui est le rivet. Alors là, pour le coup, on est plus purement médiéval, hein. Un rivet maté. C'est pas si facile de mater un rivet. J'en ai raté un ou deux au début. J'essaierai de faire un petit extrait de vidéo là-dessus. Cette fois-ci, le trou, c'est du 3 mm. C'est un rivet en 3. Toujours mettre des rondelles dans les deux cas, hein. Que ça soit une vis Torx ou un rivet, vous mettez des rondelles. Donc un rivet de 3, une lame percée à 3, donc des plaquettes percées à 3 aussi. Et là, je vous ai mis un exemple de ce que ça donne comme finition, un couteau avec un rivet maté. Voilà, alors le rivet maté, ça peut se resserrer aussi quand il y a du jeu dans la lame, mais c'est moins facile que le petit coup de tournevis de la vis Torx. Il faut remettre un coup de marteau sur le rivet, il faut taper très très droit, parce que si on le tord à l'intérieur, on bloque la lame, et il faut aussi faire attention de ne pas mettre un coup de marteau sur la plaquette. Alors ça c'est moins facile, mais moi j'aime bien parce que du coup c'est plus authentique. Si le but c'est de faire un couteau avec un look médiéval, il vaut mieux rifter. Voilà, et bien donc on va commencer les collages. Alors on va passer au collage des plaquettes. J'ai donc percé plein de petits trous pour améliorer la prise de la colle. Faites attention de ne pas en mettre trop près du bord extérieur. Vous voyez ici j'ai évité, parce qu'ensuite quand on va poncer le manche, il ne faudrait pas qu'on fasse apparaître sur la tranche un de ces petits trous. Il faut qu'il soit très peu profond de toute façon, hein. Vous voyez aussi que sur la pièce intercalaire, j'ai mis 3 petits morceaux de clous qui dépassent de maximum 2 mm pour améliorer la prise. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que je colle avec de l'araldite, disons de la colle époxy bicomposant, à prise lente, très importante. Prenez pas la colle prise rapide, la prise lente, au moins 6 heures de prise. On fait ça le soir, comme ça le lendemain matin on est sûr que c'est sec. J'ai fini ma lame aussi, presque. Il y aura peut-être encore un peu d'affûtage à faire. Je l'ai terminé en montant des disques à tronçonner sur la meuleuse. À tronçonner, non, des disques à poncer, pardon. Des disques à poncer de plus en plus fins. Et j'ai fini au papier de verre grain 1000. Comme vous voyez, je ne ponce pas l'intégralité de la lame. Moi, j'aime bien laisser une partie forgée. Ça, c'est discutable. Vous pouvez la nettoyer complètement et qu'elle apparaisse métal brillant. Bon, moi j'aime bien laisser des traces comme ça, mais ça c'est au goût de chacun. Voilà, donc c'est prêt pour être encollé. Un petit montage à blanc toujours pour vérifier. Là, visiblement, ça passe bien. Peut-être ici, il faudra poncer un petit peu. Le logement pour la spatule, on le fera après, quand le manche sera complètement fini. Allez, on passe au collage. Alors, après une nuit de séchage, je vais enlever mes serre-joints.
j'arrive à ça. Et à ça. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier que la lame rentre bien par rapport à la position de la pièce intercalaire. Et surtout, très important, de vérifier que la pointe du couteau rentre bien dans le bois, ici. Là, c'est le cas, elle rentre de 2 mm, donc c'est bien suffisant. Ça a l'air de fonctionner très bien. Le logement pour la spatule, la petite cuvette, je la ferai à la fin quand le manche entier sera collé. Et bon, ben là on est bien, donc je vais faire pareil pour les deuxièmes parties. Que ce soit celui-là ou celui-là. Voilà, je vais reporter mon gabarit de pièces intercalaires sur la deuxième pièce, dans les deux cas, hein, là je l'ai fait aussi. Et puis pareil, des petits trous pour améliorer le collage, et 3 petits morceaux de clous qui dépassent pour sécuriser tout ça, quoi. Bon voilà, le deuxième collage est en cours. Il faut attendre une dizaine d'heures maintenant. Quand on le fait, il faut bien mettre un axe dans chacun des couteaux. Mettez un axe provisoire, une vis du bon diamètre dans chaque avec un écrou, pour vérifier que les deux plaquettes seront bien en place. Maintenant, le manche est complètement collé, les deux plaquettes et la pièce intercalaire. Les axes sont restés dessus, des axes provisoires. Et celui-là pareil. Voilà, donc il n'y a plus qu'à poncer avec une cale, un ponçoir si possible. Donc là j'ai du grain, 120, 280, 600 et 1000 pour la finition. Ensuite je referai un montage provisoire des lames sur ces axes-là, qui sont provisoires aussi évidemment, pour dégager le logement des deux spatules par ici. Voilà. Le rivet a été maté. Pas de jeu. La lame rentre bien. Pas de jeu avec la vis torse, mais ça, c'est pas surprenant puisqu'on serre comme on veut. Eh bien, il n'y a plus qu'à les huiler et puis ça sera terminé. Les couteaux sont finis, je les ai passés à l'huile de lin. Voilà, donc orme, charme, et le contraire, charme, orme. Voilà, et bien, cette vidéo est quasiment terminée. Je sais qu'elle est d'une qualité
Bon, que je vous laisse adjectiver vous-même. On a fait de notre mieux, ma caméra woman et moi-même, avec mon portable et un logiciel de montage que je ne contrôle pas encore. Bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que ça peut quand même me montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un matériel professionnel, un backstand, etc. pour faire son couteau, quoi. Voilà, un dernier petit extrait pour montrer qu'en plus, il coupe. Incroyable, non? Ça coupe. Et puis l'autre, évidemment, c'est pareil. Même chose. Et en plus, je les ai même pas réaffûtés depuis que j'ai poncé avec le grain 1000. Donc je crois que je vais mettre un petit coup d'affûtage à la pierre en plus. Ils couperont encore plus. Voilà.